Élèves et étudiants, vous êtes maintenant habitués à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. C'est pour vous que nous faisons spécialement cette conférence, parce que vous ne connaissez pas le personnage historique de Félix Houphouët-Boigny. Et comme nous allons achever ce soir les activités de l'année Houphouët-Boigny, j'ai demandé à Rudolph Egnyankou de vous faire une conférence en images pour vous présenter Félix Houphouët-Boigny qui a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 33 années, de 1960 à 1993. Je voudrais féliciter en votre nom M. Egnyankou, qui fait un travail remarquable dans le visuel concernant Houphouët-Boigny. Applaudissez M. Egnyankou. J'associe à ces applaudissements Félicien Konambani, qui est son complice et qui est le vrai de merci. Donc vous allez voir Félix Houphouët-Boigny. Après, si vous avez des questions à poser, M. Egnyankou sera là, il pourra répondre à toutes vos questions. Si vous voulez me poser des questions aussi, je suis là. Sachez que la Fondation Houphouët-Boigny est désormais votre maison. C'est la maison de votre pépé, Félix Houphouët-Boigny. Venez, il y a tout pour pouvoir apprendre sur lui. Et bonne conférence, et merci d'être là, et applaudissez-vous vous-même. En l'occurrence 1900 Bani, 1900 Bédier et H comme Houphouët. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Bienvenue à tous dans ces magnifiques locaux de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, où nous avons la grande fierté et l'immense honneur de vous accueillir pour la conférence sur le thème Houphouëtologie, ou 33 ans de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cette conférence rentre dans le cadre de l'année Félix Houphouët-Boigny pour le 25e anniversaire de sa mort. Le conférencier, Rudolph Egnyankou, n'est ni docteur, ni professeur et encore moins historien. C'est juste un homme passionné de l'histoire de son pays et de l'œuvre de notre premier président, Félix Houphouët-Boigny. Depuis maintenant plus d'une décennie, il s'efforce de pérenniser la mémoire du père de la nation ivoirienne. En 1999, Rudolph Egnyankou, que vous avez sûrement connu sous le nom de Rudy, débute sa carrière musicale avec une chanson sur le président Félix Houphouët-Boigny, où il simule un échange avec lui. À l'avènement des réseaux sociaux, notamment Facebook, il se rend compte qu'il n'y a rien sur Houphouët-Boigny, alors que les autres hommes politiques de son époque, tels que Senghor, Mandela ou encore Jacques Chirac, y sont présents. Rudolph est alors choqué. Pour lui, cela est inacceptable. Et sur le champ, il décide de créer une page dédiée à Félix Houphouët-Boigny. Vu le manque d'images sur Houphouët-Boigny sur Internet en ces temps, il se tourne vers des doyens qui possèdent des collections personnelles d'images pour animer la page. La première personne à ouvrir sa collection familiale pour aider Rudolph dans sa quête a été l'actuelle députée de Cocody, Madame Yasmina Ouénien, fille de l'ambassadeur Georges Ouénien, qui fut aux côtés de Houphouët-Boigny pendant de longues années. Pour pouvoir mettre des légendes sous toutes les photos qu'il trouve, Rudolph décide alors de se documenter et de consulter des archives. Quelques années plus tard, Rudolph, devenu réalisateur et directeur d'une maison de production audiovisuelle, décide de lancer l'Houphouëtologie. Qu'est-ce que l'Houphouëtologie? Houphouëtologie est une série de conférences et de films documentaires, dont vous avez pu voir un extrait sur la vie de Félix Houphouët-Boigny. C'est aussi un ensemble de films biographiques sur la vie de personnalités qui ont marqué l'époque d'Houphouët-Boigny. Une encyclopédie numérique baptisée l'Houphouëdia et des expositions photos des bonhommes de cire représentant le président Houphouët-Boigny. Rudolph a déjà à son actif 3 documentaires, ceux que nous avons vus tout à l'heure, qui sont donc 1900 Bédier, 1900 Bani et H comme Houphouët. Cette première conférence, animée par Rudolph Egnyankou, passe en revue les années phares et les faits les plus marquants de l'histoire de la Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny. À la fois pathétique et historique
prononcer à l'Assemblée nationale l'indépendance de notre pays. Ce discours a été immédiatement suivi par l'Abidjanaise, notre hymne national que les Ivoiriens découvraient pour la première fois, exécuté par la fanfare de la gendarmerie nationale. Je vous demande de vous lever pour chanter l'Abidjanaise. Aucune université, et 87% sont tous domiciliés à Abidjan, la seule ville à avoir de l'eau courante. Il n'y a qu'un seul barrage hydroélectrique, 15 localités électrifiées, quelques hôpitaux, un port et une poignée de cadres. Tout est à faire et à construire. Le premier mandat sert à la mise en place de structures souveraines. En novembre 1960, la constitution de la Première République est promulguée. Et le président Félix Houphouët-Boigny est élu président de la République le 27 novembre 1960 pour un mandat de 5 ans. Il faut noter que notre pays, 2 ans avant l'indépendance, était sous le régime de la loi cadre. Cette loi cadre autorisait l'élection d'une assemblée territoriale élue au suffrage universel qui désignait à son tour des conseils de gouvernement chargés de conduire les affaires locales. Les personnalités qui vont être nommées à la tête des institutions dans le gouvernement au lendemain de l'indépendance sont tous issus de l'Assemblée constituante ou des 2 gouvernements de la loi cadre. Ainsi, Philippe Grégoire Yassé, qui était le vice-président de l'Assemblée constituante, puis le président de l'Assemblée législative, est élu le 6 décembre 1960 par les 70 députés de la première législature, président de l'Assemblée nationale. Joseph Anoma, l'un des fondateurs du syndicat agricole africain et ministre de l'Agriculture dans le premier gouvernement issu de la loi cadre, est nommé au poste de grand chancelier. Jean-Claude Delafosse, qui était ministre des Finances, puis ministre d'État dans les 2 gouvernements issus de la loi cadre, est nommé président du Conseil économique et social. Ernest Boka, ministre de l'Enseignement, puis de la fonction publique, est nommé président de la Cour suprême. Le président Jean Delafosse meurt en 1962, il est remplacé par Mamadi Coulibaly et Ernest Boka démissionne en 1963 et est remplacé par Alphonse Boigny. Auguste Denise, qui était le vice-président du Conseil puis ministre d'État dans les 2 gouvernements, est comme le véritable vice-président dans cette nouvelle nomenclature. Nommé ministre d'État, il est en seconde place dans l'ordre protocolaire dans le premier gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, formé le 6 janvier 1961. Durant ce premier quinquennat, l'État ivoirien va s'employer à définir les axes de développement et à structurer son secteur agricole. À l'indépendance, notre pays est le 4e producteur mondial de café et de cacao. Ces 2 cultures et les bois exotiques fournissent la majeure partie des recettes de nos exportations. L'État ivoirien décide en 1964 de lancer une politique de diversification agricole. Chacune de ces nouvelles cultures est vulgarisée dans une région précise. Le palmier à huile au sud, le coton, le riz et la canne à sucre au nord. Finalement, le palmier à l'huile est choisi par les autorités ivoiriennes comme fer de lance de la diversification. Mais, au lendemain de l'indépendance, l'agriculture ivoirienne est artisanale.
elle n'est guère en mesure de jouer pleinement le rôle de locomotive de l'économie qui lui est assigné. Pour encadrer l'exploitation de chacune des cultures d'exportation, l'État crée les SODE, Sociétés d'État. Pour moderniser le secteur agricole, l'État met en place Motoragri et 9 instituts de recherche qui sont chargés de sélectionner les plantes et de créer de nouvelles espèces. Pour financer les projets et les petits exploitants, des instituts financiers chargés de diffuser le crédit agricole sont créés. La Banque nationale de développement agricole, la BNDA, et la Caisse autonome d'amortissement, la CAA. Avec l'appui des bailleurs de fonds, tels que la Banque mondiale et la Caisse centrale de coopération économique pour le financement de gros projets. Enfin, la Caisse de stabilisation, qui constituait un intermédiaire de poids entre les producteurs et les négociants, en vue de stabiliser les cours du café, du coton et du cacao. Sur le plan diplomatique, notre pays s'ouvre à l'extérieur. Quand en 1962, le président Félix Houphouët-Boigny fait ses premières visites officielles aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Israël, la Côte d'Ivoire compte 12 ambassades, dont 9 en Occident. En 1963, l'une des pages sombres de notre histoire s'ouvre. 106 cadres, dont 7 ministres, 6 députés et un président d'institution sont emprisonnés. Ils sont accusés de fomenter un complot contre le président de la République. Cette affaire éclate au lendemain du jour où le premier coup d'État militaire venait d'être perpétré en Afrique. L'assassinat de Sylvanus Olympio, qui a choqué l'Afrique tout entière, est perçu par Houphouët comme un avertissement. Ernest Boka, l'ancien président de la Cour suprême, meurt malheureusement en détention. Cette série d'arrestations finit par priver la Côte d'Ivoire de la quasi-totalité des cadres qu'elle a formés au cours des 20 années précédentes. À l'occasion du 6e anniversaire de l'indépendance, 96 détenus politiques sont libérés. Les autres, 10 autres, dont Jean-Baptiste Moquet, restent en prison. Finalement, en mai 1967, les 7 derniers prisonniers détenus pour les délits politiques en Côte d'Ivoire sont libérés. C'est dans cette lourde atmosphère que le 4e congrès du PDCI-RDA et les élections générales vont se dérouler à la fin de l'année 1965. Le président Félix Houphouët-Boigny est réélu pour le second mandat et des femmes, pour la première fois, vont siéger à l'Assemblée nationale et intégrer les instances du parti. Arsène Pichel-Asso et Henri Pelambédi. L'année 1966 va voir la première vague de célébrités internationales fouler le sol ivoirien. L'écrivain Aimé Césaire, le chanteur français Charles Trenet, la danseuse américaine Joséphine Baker. En 1966, plus de 2000 spectateurs se déplacent pour voir le premier concert de Johnny Hallyday à Abidjan. La célébrité qui a ouvert ce ballet de Scar en cette année 1966 est le double champion du monde de football, le Brésilien Edson Arantes do Nascimento, qu'on appelle aussi Pelé. Le 9 janvier 1966, devant 30 000 spectateurs, l'équipe de Santos de Pelé bat le stade d'Abidjan par le score de 7 buts à 1. Quelques mois plus tard, cette même équipe du stade d'Abidjan sera la première équipe ivoirienne à remporter la Ligue africaine des clubs champions le 25 décembre 1966. Toujours dans le domaine du sport, la Côte d'Ivoire compte désormais un nouveau champion, l'athlète Gaoussou Kolo. Premier africain finaliste du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, double champion d'Afrique du 100 mètres et du 200 mètres en 1965, il est le meilleur sprinter d'Afrique francophone des années 60 et le premier sportif à être décoré par le président Félix Houphouët-Boigny. Sur le plan musical, la chanson qui a marqué les esprits dans les années 60
est le 6e sillon, sorti en 1966. Les Houphouët-Boigny sont le tourisme et l'éducation nationale. Avec l'ouverture de la salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire et l'inauguration du Club méditerranéen d'Assigny en 1972, le tourisme ivoirien va prendre son envol. En 1973, notre pays a accueilli 62 000 touristes contre 50 000 en 1972. Les efforts fournis dans ce secteur seront récompensés en août 1974 par l'Étoile d'Or du tourisme international. Les deux grands chantiers, le deuxième grand chantier du troisième mandat du président Félix Houphouët-Boigny est celui de l'éducation. Face au nombre croissant d'industries, la formation professionnelle s'impose comme une priorité. Un ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est créé en 1970 pour gérer la création et le fonctionnement des établissements professionnels. À la rentrée 71, le programme d'éducation télévisuelle extrascolaire pour les établissements primaires publics est lancé. En 1974, 3800 classes bénéficient déjà de ce programme. Sur le plan agricole, un des faits marquants de ce troisième mandat du président Félix Houphouët-Boigny est la mise en place en 1973 des fonds régionaux d'aménagement ruraux, les FRAR, pour le financement des communautés rurales. Il faut rappeler que dans les années 70, 2 Ivoiriens sur 3 sont paysans. Durant le troisième mandat du président Félix Houphouët-Boigny, les bâtiments poussent à Abidjan comme des champignons. La ville connaît un grand boom démographique. Plus de 30 000 nouveaux logements sont construits et de nouveaux quartiers voient le jour. La première pierre de la Riviera est posée le 8 septembre 1970. La majorité des buildings qui ont conféré à la commune du Plateau le statut de Manhattan d'Afrique ont été construits pendant cette période. Le premier est l'immeuble de la Cascade en 1971, celui suivi par les sièges des banques et les premières tours administratives. En octobre 1972, pour ceux qui connaissent, on inaugure une nouvelle route qui désenclave totalement Cocody. C'est le tronçon qui relie les 220 logements à Bergerville en passant par le carrefour de la vie. Et 2 ans plus tard, en 1974, les premiers échangeurs de l'Indénié et de la Corniche sont ouverts à la circulation. Politiquement, le troisième mandat du président Félix Houphouët-Boigny est marqué par sa tournée dans le nord du pays en 1974. Dans le programme de diversification des cultures d'exportation, le Nord est choisi pour être non seulement le grenier de notre pays, mais aussi pour être le centre de l'activité agro-industrielle avec la construction de complexes sucriers. En 1974, le premier gramme de sucre ivoirien est produit à Ferté-Sédou. À la suite de la visite de plus d'une vingtaine de localités du Nord, le président met en place un plan d'urgence pour le Nord. Le Conseil des ministres octroie 8 milliards de francs CFA pour des barrages, routes et ponts dans le nord du pays. Le président Félix Houphouët-Boigny va aussi nommer 4 jeunes nouveaux ministres issus du Nord dans son gouvernement de 1974. Plusieurs autres cadres du Nord seront nommés à de hauts postes de responsabilité. La mesure la plus importante qui sera prise à l'issue de cette tournée au Nord sera l'alignement du prix de l'eau courante de l'intérieur du pays sur celui d'Abidjan, car à l'intérieur payait plus. Contrairement aux 2 congrès précédents, le 6e congrès du PDCI-RDA se déroule en octobre 1975 dans un climat apaisé, grâce à la libération des 150 détenus du canton Guépier. L'une des grandes décisions de ce congrès est la révision de l'article 11, qui donne le statut de dauphin constitutionnel au président de l'Assemblée nationale. Les premières années du 4e mandat du président Félix Houphouët-Boigny peuvent être qualifiées comme l'âge d'or de l'agriculture ivoirienne. En 1975, pour la première fois, la Côte d'Ivoire va se passer des importations de riz et atteindre une autosuffisance alimentaire. C'est aussi l'année où la Côte d'Ivoire devient le premier pays exportateur d'ananas frais au monde. En décembre 1976,
la Côte d'Ivoire atteint le 3e rang mondial en production d'huile de palme. En 1976 et 1977, le kilo de café atteint un prix record, jamais égalé. Il se vend à plus de 2000 francs. Enfin, en 1978, notre pays est pour la première fois le premier pays producteur mondial de cacao. L'année la plus importante du 4e mandat du président Félix Houphouët-Boigny est 1977. Cette année débute avec le premier changement à la tête de nos institutions depuis 1963. Germain Kofi Gado, totalement à droite, en blanc, l'un des anciens prisonniers de 63, réhabilité dans ses fonctions de ministre quelques années plus tôt, est nommé grand chancelier de l'ordre national en remplacement de Joseph Anoma. Le remaniement ministériel qu'il effectue en juillet 1977, avec en fond les suspicions de corruption, fait couler beaucoup d'encre et de salive. En plein scandale de corruption, le 21 juillet 1977, le président Félix Houphouët-Boigny pose un acte inattendu. Il offre ses 3000 hectares de plantation à l'État ivoirien et à ses travailleurs les plus anciens. Quelques mois plus tard, le 18 octobre 1977, à l'occasion de son 72e anniversaire, il boit sa première et sa dernière coupe de champagne pour fêter la découverte du premier gisement de pétrole en Côte d'Ivoire. En cette année 1977, le président est très présent sur la scène internationale. Il effectue une de ses plus belles visites officielles chez le Shah d'Iran et à Téhéran. Et il fait l'une de ses plus grandes interviews sur la chaîne télévision française TF1. En février 1977, il discute avec les protagonistes du conflit israélo-palestinien. Il s'entretient pendant 3 heures avec le Premier ministre Yitzhak Rabin, puis quelques jours plus tard, il échange avec le leader palestinien Yasser Arafat. Au cours de cette année, les Ivoiriens vont être choqués par 2 gros drames. Le 17 février 1977, le village de Punjo, dans la sous-préfecture de Boundiali, est ravagé par un incendie. 600 cases sont détruites et 800 personnes sont sans abri. Pour la première fois, on assiste à un grand élan de solidarité à l'échelle nationale. Le 8 juin 1977, le Pacha Club, situé à l'immeuble du Nour Alayat, au plateau, brûle. 42 victimes, essentiellement des expatriés libanais et européens, meurent d'asphyxie. Au plan culturel, 1977 est l'année de notre première révolution musicale. Sorti le 4 avril, le titre Ziboté de Ernesto Djedje est le premier morceau ivoirien à s'exporter à travers l'Afrique. La RTI, qui existe depuis 1963, diffuse son programme. Après le président Félix Houphouët-Boigny, les personnalités les plus en vue dans les années 70 sont le président de l'Assemblée nationale, Philippe Grégoire Yassé, et les ministres Arsène Husser-Achouan, Mohamed Diawara et Henri Konan Bédié. Philippe Grégoire Yassé cumule depuis 1960 les postes de président de l'Assemblée nationale et de secrétaire général du parti. En 1975, la première modification de la Constitution lui donne le statut de dauphin. Quant aux 3 jeunes ministres, ils sont tous rentrés en même temps au gouvernement. Mohamed Diawara occupe un poste qui le met en première ligne de l'action gouvernementale. Arsène Husser-Achouan est très présent dans l'actualité à cause de l'intense activité diplomatique et de la place prépondérante qu'occupe notre pays dans les organisations panafricaines. Henri Konan Bédié est comme un véritable Premier ministre. Tous les ministres doivent avoir son aval pour le financement de leurs projets. Ces 3 ministres font partie de 9 personnalités qui sont limogées lors du remaniement de 1977.
Leur limogeage serait dû à leur responsabilité dans le scandale des complexes sucriers. Dans les années 70, le mot qui est sur toutes les lèvres des Ivoiriens est « ivoirisation ». Après l'indépendance, on note la présence de nombreux coopérants français dans notre administration, confrontés à une pénurie en personnel expérimenté. De plus, notre pays a accueilli 2 vagues d'immigrés européens. En 1958, après la rupture entre la Guinée et la France, et en 1962, après la guerre d'Algérie. Dans les années 60, on compte plus de 50 000 Européens vivant en Côte d'Ivoire. Les premiers symboles de l'ivoirisation sont perceptibles au lendemain de l'indépendance, avec la destruction du palais du gouverneur, remplacé par l'actuel palais présidentiel en forme de tabouret à corps. Puis, lors du remaniement de 1966, le remplacement par Bédié et Diawara de l'influent Raphaël Saleh, un ministre européen présent au gouvernement. En 1967, pour promouvoir nos produits locaux et ivoiriser la consommation, le gouvernement lance la première campagne de consommer ivoirien avec le label « Fabriqué en Côte d'Ivoire ». Plusieurs initiatives, comme le projet des chaînes PAC, lancé en 1970 par le ministre Henri-Konan Bédié, sont faites pour remettre l'économie aux mains des Ivoiriens. En 1974, le ministre Mohamed Diawara et Henri-Konan Bédié réunissent pendant 3 mois 150 sommités ivoiriennes, originaires des 4 coins du pays et issues de différents domaines d'activité professionnelles pour réfléchir à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les résultats des conclusions de cette étude prospective dénommée Côte d'Ivoire 2000 proposaient une ivoirisation de notre société. Dans le plan quinquennal du développement économique, social et culturel 1976-1980, il était question d'ivoiriser les emplois, le capital et le management des commerces libano-syriens et des commerces africains non ivoiriens. Après l'éviction en 1977 de ces 2 ministres du gouvernement, le projet fut avorté. En revanche, un ministère de l'ivoirisation des cadres est créé et plusieurs jeunes cadres sont nommés en remplacement des patrons français à la tête de banques et des entreprises. La boxe et le football demeurent les sports favoris des Ivoiriens. Laurent Pokou est notre meilleur joueur de football. En 1970, avec son équipe la SEC d'Abidjan, il fait le premier doublé de l'histoire. À la CAN 70, au Soudan, Ivoirien a évolué en première division française. C'était en 1974. En boxe, 3 Ivoiriens décrochent le titre de champion d'Afrique. Mais le plus populaire d'entre eux est C.A. Robinson, qui disputera un championnat du monde dans la catégorie super lointaire qu'il perdra. En plus du tour cycliste et du rallye du Bandama, qui sont les 2 événements qui inscrivent notre pays sur l'échiquier sportif international, le président Félix Houphouët-Boigny ajoute un tournoi de golf international. En 1980, le premier tournoi international est organisé à l'occasion de l'inauguration du terrain de golf de Yamoussoukro, en présence du meilleur joueur du golf du monde et de l'ancien président américain, Richard Nixon. Au plan industriel, durant le 3e et le 4e mandat du président Félix Houphouët-Boigny, 3 barrages, dont celui de Kossou, et 3 centrales thermiques de Vridi sont mises en service. À la fin des années 70, notre pays compte 350 industries qui font un chiffre d'affaires de plus de 300 milliards de francs CFA. La CIMEA, une usine de montage de camions. La savonnerie et huilerie Blower, qui serait la plus importante unité intégrée de transformation d'huile de palme existant au monde. Union Carbide, qui fabrique les piles Eveready. L'usine Renault, de montage de véhicules. La Safar et la CIR, l'une des plus grosses raffineries de pétrole d'Afrique, font notre fierté dans le domaine industriel. Après avoir passé en revue cette décennie, nous pouvons affirmer que l'expression « le miracle économique ivoirien » apparue pour la première fois en 1968 est largement justifiée pour qualifier les années 70. Au plan politique,
1980 est une année de changement. Ce 7e congrès du PDCI-RDA, qui s'est tenu au mois de novembre, est le congrès le plus important depuis l'indépendance. 3 grandes décisions sont prises durant ce congrès. 1. La suppression du poste de secrétaire général du parti, occupé par Philippe Grégoire Yassé, remplacé par un comité exécutif composé par 9 membres. 2. La modification pour la seconde fois de l'article 11. La succession est alors confiée à un vice-président élu sur le même bulletin que le président de la République. 3. La présentation aux élections locales de plusieurs candidats issus du PDCI-RDA. Le parti ne présente plus de liste unique. Une première dans un parti unique en Afrique. C'est ce que l'on appelait la démocratie à l'ivoirienne. Aux législatives du 9 novembre 1980, on compte donc 650 candidats pour 149 sièges, dont 9 femmes. Le président Philippe Grégoire Yassé est le grand perdant de la démocratie à l'ivoirienne. Il va aussi perdre son poste de président de l'Assemblée nationale au profit de Henri Konan Bédié, qui marque son retour aux affaires après 3 ans d'absence. En 1980, Félix Houphouët-Boigny débute son 5e mandat avec un gigantesque défilé militaire et civil organisé à Abidjan le 7 décembre 1980, à l'occasion du 20e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ce défilé du 7 décembre 1980 marque la fin des fêtes tournantes de l'indépendance. En effet, le concept des fêtes tournantes de l'indépendance a débuté en 1964. À partir de cette date, le traditionnel défilé du 7 août va se dérouler chaque année dans une ville différente. Les 11 villes de l'intérieur qui l'ont accueilli ont bénéficié d'électrification, d'adduction d'eau, de construction de routes, de villas, d'infrastructures administratives, d'un marché, d'un terrain de football et d'un hôtel. En 1974, la date de la célébration de l'indépendance change. Elle passe du 7 août au 7 décembre. L'année 1981 s'ouvre sur une page sombre. Le 21 janvier 1981, Jean-Baptiste Mogué, l'un des anciens prisonniers de 1963 et ministre de la Santé depuis 1976, décède dans un accident de la circulation. C'est la première fois qu'un ministre meurt dans l'exercice de ses fonctions. Dans les années 80, le mot en vogue est conjoncture. À partir de 1978, la chute brutale des cours mondiaux du café et du cacao ralentit notre économie. Dès 1979, en fin d'arrêt la chute des prix, l'État tente de s'opposer à la tarification des matières premières par un boycott des cours mondiaux. Mais, appliquant seule cette résolution, notre pays enregistre entre 1980 et 1982 plus de 700 milliards de francs CFA de pertes. En 1980, la dette de notre pays s'élève à 4 milliards de dollars. En juillet 1981, la Côte d'Ivoire doit appliquer le premier plan structurel d'ajustement des bailleurs de fonds. Le 5e mandat du président Félix Houphouët-Boigny commence avec les premières mesures d'austérité qui sont la suppression des fêtes tournantes de l'indépendance et la dissolution de 29 des 36 sociétés d'État. Entre 1980 et 1982, le prix du tabac, des journaux, de l'essence, du pain et du transport augmente. On constate la fermeture d'une dizaine de sociétés de taxis. En octobre 1982, le gouvernement résilie les baux administratifs. Il supprime la gratuité des logements pour les fonctionnaires et augmente le prix des loyers et des repas des étudiants. 1982 marque la fin de l'éducation télévisuelle. Lancé en 1971 dans les établissements primaires publics, le programme est trop coûteux et trop peu efficace. Le taux de réussite du CEP est passé de 26 à 15% durant cette période.
Au plan social, 1982 et 1983 sont 2 années fortement marquées par les remous à l'université. Le 11 février 1982, un incident éclate. Un débat qui devait avoir lieu à l'université entre Laurent Gbagbo et Bernard Zadi, d'une part, et Alphonse Didier Madi et Jean-Jacques Béchot, de l'autre, est interdit. Les étudiants manifestent. La police intervient pour disperser violemment les franchises universitaires. Le syndicat national de l'enseignement supérieur, le SINARES, dirigé par le professeur Pierre Kipré, proteste. Suite à cet événement, le gouvernement interdit le SINARES. Les cités universitaires, l'université et les grandes écoles d'Abidjan sont fermées pendant 3 semaines. Laurent Gbagbo part en exil en France. 1 an plus tard, en avril 1983, le CINESI est suspendu et tous les établissements du secondaire sont fermés pendant quelques semaines à la suite d'une grève contre l'abolition de la gratuité des logements des membres du CINESI, qui faisait partie des mesures d'austérité prises quelques mois plus tôt. Au plan politique, le 5e mandat du président Félix Houphouët-Boigny est marqué par le changement de la capitale. Au début des années 80, Yamoussoukro s'impose comme la seconde ville de notre pays. Le 6 janvier 1983, le maire de la ville d'Abidjan, Emmanuel Djoulou, déclare depuis Dakar, dans une intervention, qu'il a proposé au président Félix Houphouët-Boigny de transférer la capitale à Yamoussoukro. Le débat national est lancé. Malgré les critiques, le jeudi 20 janvier, le PDCI-RDA donne son approbation. Le lundi 21 mars, l'Assemblée nationale vote à l'unanimité et par acclamation Yamoussoukro comme capitale. Après la révolution musicale de Ernesto Djedje et sa danse de Zikubiti en 1977, il faut attendre 1983 pour voir émerger une nouvelle grande star, une nouvelle grande figure de la musique ivoirienne. Inspirée par les premières opérations coup de poing, instaurées en 1981 pour résoudre le problème du banditisme, le tube Brigadier Sabari de Alpha Blondy bat tous les records de vente d'albums de l'histoire de l'industrie discographique en Côte d'Ivoire. Politiquement, en 1000 hectares de forêt et 250 000 hectares de terre perturbés par le ministage dû au faible ivoirien des secoués par l'affaire de la logémage, la recrudescence du banditisme et les problèmes de succession du président qui n'a toujours pas désigné de vice-président fragilise le régime du président Félix Houphouët-Boigny à l'orée 1984. C'est le sport qui va permettre au président Félix Houphouët-Boigny d'apaiser la situation difficile que traverse notre pays. 2 événements vont cristalliser l'attention des Ivoiriens: la Coupe d'Afrique des Nations et les Jeux Olympiques. L'organisation de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations par notre pays a favorisé la construction du stade Champon, du Palais des Sports de Treichville et du stade de Bouaké. Le 4 mars 1984, toute la Côte d'Ivoire est devant la télévision pour suivre le match d'ouverture entre le Togo et les éléphants, absents de la CAN depuis 1982. Les éléphants battent le Togo par 3-0, mais ils sont éliminés dès le premier tour. Malgré leur élimination précoce, la Coupe d'Afrique a mis du baume au cœur aux Ivoiriens. Le second événement sportif qui a cristallisé l'attention des Ivoiriens est les Jeux Olympiques de Los Angeles. La Côte d'Ivoire, absente des Jeux Olympiques en 1980 à Moscou, est représentée à Los Angeles par 19 athlètes dans 4 disciplines. Le mercredi 8 août 1984, Gabriel Tiako remporte la première médaille olympique ivoirienne aux 400 mètres haies. 1984 est définitivement l'année de l'athlétisme ivoirien. Après Gabriel Tiako, c'est le militaire René Djedje qui, en 1984, est sacré champion du monde militaire de 400 mètres haies. Au plan économique, à partir de 1984, pour endiguer la crise, le gouvernement va lancer une série de réformes.
l'assainissement de la fonction publique, dont les 115 000 fonctionnaires absorbent 72% du budget de fonctionnement de l'État, est une priorité. Plus de 2 milliers de coopérants sont remerciés. Les 2 tiers des journaliers sont radiés. Et 3 000 fonctionnaires fictifs sont découverts après le recensement de 1984. Dans le secteur de l'éducation nationale, qui absorbe aussi une très grosse partie du budget, le nombre d'examens est réduit. L'oral du bac et le bac probatoire et l'oral du bac sont supprimés. Sur tous les plans, 1985 est considéré comme une année exceptionnelle en Côte d'Ivoire. Dans l'agriculture, plusieurs cultures comme le cacao, le coton, le palmier à huile et la banane battent tous les records de production. 1985 est également une année historique pour le sport ivoirien. Le rallye de Côte d'Ivoire est de nouveau inscrit au championnat du monde. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique de basket, vice-champion du monde de taekwondo, premier pays africain en pétanque, vice-champion d'Afrique de handball féminin. Les cyclistes ivoiriens remportent le Tour de Côte d'Ivoire. Au championnat d'Afrique de karaté, notre pays obtient 7 médailles, dont une en or. Et en football, l'Africa Sport d'Abidjan est vainqueur de la Coupe UFOA. Et c'est le 4 février 1985, devant les boxeurs Marie Konaté et Kilimanjaro, que le président prononce cette célèbre phrase: découragement n'est pas une erreur. C'est l'année de la consécration de la cathédrale Saint-Paul du Plateau par le pape Jean-Paul II et l'année du 8e congrès du PDCI RDA. Lors de ce 8e congrès du PDCI RDA, l'annonce majeure est la suppression de la vice-présidence de la République qui finalement n'a jamais été publiée. En échangeant pendant 5 heures avec plus de 200 journalistes, le président Félix Houphouët-Boigny va prouver durant ce 8e congrès que malgré ses 80 ans, il reste toujours aux commandes. Ce 8e congrès du PDCI RDA sera le dernier pour Mamadou Coulibaly. Le président du Conseil économique et social meurt le 16 novembre 1985 à l'âge de 78 ans. Il a occupé ce poste pendant 23 ans. Il est remplacé par Philippe Grégoire Yassé, qui marque son retour sur la scène politique. En 1985 est aussi la meilleure année du cinéma ivoirien. Les 2 films, Ablakon de Nyombala et Visage de femme de Désiré Carré, vont rentrer dans l'histoire. En salle, Ablakon, le premier film ivoirien censuré à cause de certaines scènes jugées érotiques, va battre tous les records d'audience avec plus de 10 000 entrées en 15 jours. Quant à Visage de femme, il va obtenir le prix de la critique internationale au prestigieux Festival de Cannes. 1985, c'est l'année de l'élection de la première Miss Côte d'Ivoire, qui s'appelait Rose Armande Koula, du premier défilé de mode en Côte d'Ivoire par le styliste Chris Seydou, de la création de la 2e chaîne de télévision, aujourd'hui qui s'appelle RTI2, mais à l'époque TV2. C'est aussi l'année de Expo 85, la plus grande foire commerciale jamais organisée en Côte d'Ivoire, et l'année du concert de la paix, lui aussi, le plus grand concert de l'histoire de notre pays, qui a réuni plus de 102 artistes. Enfin, en 1982, c'est l'année de l'avènement du Nushi et du Nyama Nyama, la première danse urbaine ivoirienne. Le Mali et le Burkina Faso. Malheureusement, ces
Cette victoire est entachée par l'armée ivoirienne qui va enregistrer ses premières pertes en vie humaine. 4 soldats meurent dans une mission de paix entre le Mali et le Burkina Faso. 1988 est l'année la plus importante de notre agriculture. Le gouvernement redéfinit la politique agricole. Il décide de donner la priorité aux cultures du riz et du maïs. Il décide aussi de ne plus créer de plantations de cacao et de développer le palmier à huile et l'EVA à Soubré et à Gagnoa. Le mardi 19 janvier 1988, le président Félix Houphouët-Boigny lance un vaste programme pour le retour à la terre des Juifs. 80 000 hectares sont mis à la disposition de 50 000 Juifs. Dans les années 80, notre pays devient aussi le premier producteur mondial de noix de cola, le deuxième producteur mondial d'huile de palme et le troisième producteur africain de cacao. 1988 est aussi une année de réconciliation. Le président Félix Houphouët-Boigny gracie les protagonistes des grèves estudiantines de 1982 et de 1983. Les membres du CINESI sont réintégrés dans l'administration et Gbagbo Laurent rentre d'exil. Au plan sportif, dans les années 80, on voit émerger les grands champions ivoiriens d'arts martiaux. Patrice Romar, ceinture noire de 6e taille. Depuis l'âge de 16 ans, il est champion de Côte d'Ivoire, champion du monde en 1979, champion des USA en 1984 et médaillé d'or au championnat d'Afrique. On remarque que depuis l'ouverture du Palais des Sports de Trècheville en 1984, la boxe, qui est le sport favori du président Félix Houphouët-Boigny, a pris un nouvel élan. Le vendredi 8 juillet 1988, 2 Ivoiriens deviennent champions d'Afrique. Les deux plus grosses catastrophes de notre histoire, les 2 samedis noirs du mois de janvier, vont se passer durant le 6e mandat du président Félix Houphouët-Boigny. Le samedi 3 janvier 1987, le Boeing 707 de la Varenne, reliant chaque semaine, Abidjan à Rio de Janeiro, sombre près d'Alépé. On déplore 50 morts et un seul survivant. Le samedi 28 janvier 1989, sur la route de Locodro, le bus numéro 36 de la Sotra tombe dans un caniveau béant. Bilan 84 morts et 84 blessés et 48 morts, essentiellement des étudiants. Une semaine avant l'accident du bus 36 de la Sotra, le 20 janvier 1989, Roger Fulgence-Cassi, l'animateur vedette de la RTI, l'une des idoles de la jeunesse ivoirienne, meurt. Le 18 janvier, c'est une icône du football, le célèbre supporter d'ASEC, Vieux Mignon, qui décède. Au plan économique, à la fin de son 6e mandat, tous les voyants des indicateurs économiques sont au rouge. En mai 1987, la dette atteint cette fois-ci 10 milliards de dollars, obligeant notre pays à suspendre les remboursements de la dette. Refusant de brader le cacao, l'État gère en juillet les exportations afin de forcer les coûts mondiaux à augmenter. Mais cette tentative échoue. En novembre 1989, l'État se résigne à liquider son énorme stock de cacao aux grands négoces. En fin 1989, plus rien ne va. Notre pays est en cessation de paiement. Le plan d'ajustement baptisé Plan Koumoué prévoit la diminution des salaires des fonctionnaires. La grogne monte. Tous les syndicats, sans exception, disent non et appellent à la grève. L'opposition politique est en ébullition. À la tête du mouvement de contestation, on retrouve le Parti socialiste de Laurent Gbagbo, le FPI, ainsi que la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire qui vient de naître. Dans le mois de février 1990, le mouvement de protestation gagne les grandes villes de l'intérieur. Le président Félix Houphouët-Boigny est très critiqué à cause des milliards qu'il investit pour la construction de la basilique.
il promet, sur un ton ferme, d'appliquer son plan intégralement. La situation de crise atteint une ampleur sans précédent. Le 2 mars, les jeunes manifestent dans la rue en criant « Oufoué, voleur ». Pour la première fois, le président Félix Houphouët-Boigny est conspué. L'année blanche est décrétée et le gouvernement annule la mesure de baisse des salaires de 15 à 40% qu'il avait prévue. Le 18 avril 1990, le président Félix Houphouët-Boigny nomme le gouverneur de la BCEAO, Alassane Ouattara, président du comité interministériel pour coordonner le programme de stabilisation. Finalement, le président Félix Houphouët-Boigny, acculé, jette l'éponge. Le multipartisme, qui était la revendication principale, est instauré le 30 avril 1990. L'année 1990 est la plus mouvementée de la présidence de Félix Houphouët-Boigny. Après l'année blanche et le multipartisme, le 14 et 15 mai, l'armée ivoirienne va connaître sa première mutinerie. En juillet, à la suite d'un refus de manifester, le FPI casse et brûle. Au 9e congrès du PDCI RDA, en octobre 1990, les décisions majeures sont la suppression du MEISI, la création d'un poste de secrétaire général du parti et un poste de Premier ministre en cas de victoire aux élections. Le président Félix Houphouët-Boigny est choisi par le PDCI RDA pour briguer un 7e mandat. Pour la première fois, 2 candidats vont s'affronter à l'élection présidentielle. Le président Félix Houphouët-Boigny et son opposant Laurent Gbagbo. Le 28 octobre 1990, le président Félix Houphouët-Boigny est élu à 85 ans pour un 7e mandat. Après les élections présidentielles, l'article 11 de la Constitution est modifié. Alphonse Boni, le président de la Cour suprême depuis 1963, ne verra pas cette 5e modification de l'article 11 de la Constitution. L'homme de droit du président Félix Houphouët-Boigny est décédé le 14 octobre 1989. Il est remplacé par Lanzini Coulibaly. Dans cette modification, le président de l'Assemblée nationale devient le successeur de plein droit en cas de vacance du pouvoir. Le 7 novembre 1990, Alassane Ouattara est nommé Premier ministre. Aux législatives du 25 novembre, 163 députés du PDCI sont élus, 10 de l'opposition et 2 indépendants, parmi lesquels 8 femmes et 114 nouveaux députés. Henri Konan Bédié est confirmé pour un 3e mandat à la présidence de l'Assemblée nationale. Le 30 novembre, le Premier ministre forme le gouvernement le plus restreint de l'histoire, au note de départ de tous les ministres les plus en vue de ces 10 dernières années. La décennie 90, quant à elle, débute dans un recueillement. La décennie 90 débute dans le recueillement et la prière, avec la consécration par le pape Jean-Paul II de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, le plus grand lieu de culte au monde. Le mot en vogue dans les années 90, c'est le multipartisme. En 1991, on compte une trentaine de partis politiques et une quarantaine de journaux de l'opposition. La RTI opère des changements dans sa grille de programme. Des émissions de débat sont réalisées pour permettre à toutes les sensibilités politiques de s'exprimer. Partout, il est question que du multipartisme. Depuis le début du multipartisme, l'université ivoirienne est gravement perturbée. En 1991, le campus de l'université connaît de violents affrontements entre les étudiants et la police. Les forces de sécurité ont brutalement dispersé les étudiants en colère, qui affirment avoir été attaqués par des voyous pro-gouvernementaux, alors qu'ils préparaient une conférence de presse sur la surpopulation à l'université. L'armée mène un raid nocturne dans les cités universitaires de Yopougon, où les soldats violent 3 filles et passent sauvagement à tabac des étudiants. En juin 1991,
Thierry Zébi, un étudiant soupçonné d'être un indicateur du gouvernement sur le campus, est tué par 8 étudiants de la FESI. Ces étudiants sont arrestés et la FESI est dissoute. C'est dans cette atmosphère de fronde sociale que la 3e révolution musicale va s'opérer, le Zouglou. Né en 1988 sur le campus de l'université de Yopougon, il prend de l'ampleur avec le groupe universitaire Les Parents du Campus. En 1991, le Zouglou est partout. Occupe depuis la mort en 1967 du président gabonais Léomba l'implique dans tous les règlements de tous les conflits sur notre continent. Depuis la fin de l'apartheid, ce sont les conflits libériens et angolais qui sont au centre de son attention. En 1989, le secrétaire général de l'UNESCO, M. Federico Manet, annonce l'attribution d'un prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix dans les années à venir. Le vendredi 28 juin 1991, les noms des premiers lauréats sont connus. Il s'agit de Frédéric Leclerc et de Nelson Mandela. Les deux sacs africains de football, la CAN 92 au Sénégal, remportée par les éléphants, et la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, remportée par l'Africa Sport, ne réussissent pas à apaiser la situation. Toute l'année 92, la tension ne descend pas. Bien au contraire. En janvier, la commission d'enquête au sujet de la descente effectuée en mai 1991 par l'armée dans les cités universitaires de Yopougon conclut que le chef d'état-major, Robert Guéhi, soit sanctionné. Les étudiants manifestent violemment pendant des semaines, car le président Félix Houphouët-Boigny, de peur de diviser l'armée, a refusé de suivre les recommandations de la commission. À la suite de cette violente manifestation, une centaine de personnes, dont Laurent Gbagbo, le fondateur de la FESI, ainsi que le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, sont condamnés, puis libérés à quelques mois plus tard. En septembre, après la suppression des transports gratuits, 12 bus sont brûlés et 3 étudiants sont arrêtés. Le 4 décembre, les militants de l'opposition barrent les artères du plateau pour empêcher les députés de voter la loi de la presse. Depuis son arrivée aux affaires, le Premier ministre Alassane Ouattara prend une série de mesures pour juguler la crise. Il diminue le train de vie de l'État. Il fait fermer 12 ambassades. En 1990, le secteur public compte 140 entreprises dans lesquelles l'État a investi plus de 1300 milliards dans les années 80. Toutes les entreprises dans lesquelles l'État est majoritaire ont globalement enregistré des pertes depuis 1982. Par contre, les entreprises où l'État est minoritaire ont dégagé des revenus. Fort de ce constat, l'État se désengage. La première année, il privatise plusieurs sociétés d'État et restructure l'administration. Il redéfinit les jours et horaires de travail et recense les fonctionnaires. Il suspend les recrutements de l'armée. En octobre 1991, il met en service la carte de séjour pour les étrangers et une nouvelle carte d'identité pour les nationaux. En 1992, d'autres sociétés d'État sont privatisées et plusieurs établissements financiers sont dissous. Il réimmatricule les véhicules et autorise l'ouverture d'une chaîne de télévision et 3 radios privées. À la rentrée 1992, le plan Vamoussa est en vigueur. Plus d'internats et plus de transports gratuits pour les étudiants. Malgré la crise, l'État continue de réaliser. En 1992, la côtière reliant Abidjan à San Pedro est en construction. Les échangeurs du boulevard Latry et de la rue des Jardins, les échangeurs du boulevard Latry sont livrés. Les universités d'Abobo accueillent leurs premiers étudiants. En mars 1993, le plan
du ministre Bamba Vamoussa annonce la construction prochaine de 169 écoles primaires et 10 collèges. Depuis le début de ce 7e mandat, le président Félix Houphouët-Boigny passe le tiers de l'année en France, entre la France et la Suisse. À chacune de ses absences, les rumeurs les plus folles courent sur lui. La question de sa succession est au cœur de tous les débats. Le 1er octobre 1992, le Premier ministre Alassane Ouattara, dans une réponse à un journaliste, dit « Mais en 1995, on verra ». Entre Bédié et Ouattara, la tension entre Bédié et Ouattara est si palpable que le président doit intervenir pour calmer la situation. Ce début d'année 1993 est très difficile pour le président Félix Houphouët-Boigny. Le lundi 29 mars, la garde républicaine se mutile. Les soldats prennent le commandant du parc auto en otage pour demander une amélioration de leur salaire, comparable aux augmentations consenties récemment aux travailleurs civils de la présidence. Le 8 avril, c'est son directeur de la sécurité, Idrissa Touré, qui meurt brutalement. À son dernier conseil des ministres, le 3 mai, le président Félix Houphouët-Boigny signe le décret portant acceptation de la démission du président de la Cour suprême, Lanzeni Coulibaly, cité dans une affaire de corruption. Le 14 mai, le président s'envole pour Paris, où il participe à la cérémonie de remise du prix qui porte son nom. Les événements douloureux continuent de s'enchaîner pour le président Félix Houphouët-Boigny. Quelques semaines après son arrivée à Paris, son ministre de l'Éducation nationale, Bamba Vamoussa, meurt dans l'exercice de ses fonctions. En 33 ans, c'est la première fois que le président s'absente aussi longtemps. Plus de 6 mois déjà qu'il est parti. Sa dernière apparition date du 12 août, jour de sa dernière séance de travail. Sa dernière apparition date du 12 août, jour de sa dernière séance de travail avec le Premier ministre. Sa dernière photo date du 15 août. Le 19 novembre, le président qui a l'habitude de faire des retours triomphaux à l'aéroport d'Abidjan arrive cette fois discrètement à Yamoussoukro sur une civière. À 88 ans, le président souffre d'un cancer de la prostate. À la cérémonie de prise d'armes au palais présidentiel, pour la première fois, le président est absent. Ce mardi 7 décembre, au petit matin, la rumeur annonce sa mort. À la mi-journée, la RFI, qui testait ses premières émissions en ondes courtes en Côte d'Ivoire, rend public la mort du père de la nation. Le soir, son dauphin constitutionnel, Henri Konan Bédié, s'autoproclame président de la République, tandis que le gouvernement d'Alassane Ouattara donne sa démission. Le 7 février 1994, 26 chefs d'État africains et les représentants de 120 autres pays rendent un ultime hommage au président Félix Houphouët-Boigny, le bélier de Yamoussoukro. Nana Boigny, comme on l'appelait affectueusement, laisse derrière lui 13 millions d'orphelins et son pays, la Côte d'Ivoire, qui est devenue la première puissance économique noire la première puissance économique d'Afrique noire francophone. Je vous remercie. Applaudissez encore, monsieur Rudolph Fignon. Résumer la vie du Houphouët-Boigny, pour nous, je pense que ça a été court. Mais pour vous, jeunes, peut-être que vous avez trouvé ça long. Ceci dit, parfait. Ceci dit, si vous avez des questions, nous sommes, le conférencier Rudolph Fignon est disposé à... Je voudrais applaudir aussi Monseigneur Alexis Kouabi. Monseigneur a toujours répondu à notre appel et nous sommes très sensibles à cela, au grand honneur qu'il nous fait. Il était là
le colloque sur la pensée de Félix Houphouët-Boigny. Il a fait une communication, il était là pour le colloque sur l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. Il est là aujourd'hui, au moment où s'achève l'année Félix Houphouët-Boigny. Nous avions prévu une dernière activité, c'était un grand concert de la paix. Malheureusement, je n'ai pas eu tous les soutiens nécessaires, donc c'est la seule activité de l'année que nous ne pourrons pas faire. Mais ce n'est que partie remise. Nous le ferons l'année prochaine. Le concert de la paix, c'est le Félix Houphouët-Boigny lui-même qui a créé le concert de la paix. Le premier grand concert de la paix a eu lieu en 1985. Et si Dieu le veut, nous ferons ce concert de la paix en 2019. Chers amis, je ne veux pas vous laisser partir comme ça. Je sais que vous devez rentrer à 18h, mais on a prévu quelques rafraîchissements pour vous. Il faut voir. Merci encore et à bientôt. Seigneur Alexis Touabé-Youlo, administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro et évêque du diocèse d'Ambourg. Alors aujourd'hui, 25 ans après la disparition de Félix Houphouët-Boigny, quel témoignage, quel plus retenu de l'homme? Mais depuis quelques jours, nous sommes en plein dans cette célébration des 25 ans du rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny, fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Et ce qu'il faut retenir, c'est tout ce qu'on a dit pendant ces jours, à savoir que c'était un grand homme. Vous savez, comme je l'ai dit ce matin à la cathédrale, à chaque époque de l'histoire de l'humanité, Dieu choisit des gens qu'il établit comme des phares pour éclairer la marche des autres, pour éclairer l'histoire. Et Houphouët-Boigny fait partie de ces phares qui ont éclairé la marche de l'humanité. Donc c'est un grand homme d'État que nous célébrons, mais en même temps, c'est un grand croyant, un grand homme de foi, qui a exprimé sa foi à travers des réalisations, non seulement pour les églises chrétiennes, mais pour toutes les religions. Houphouët était l'homme de tout le monde et vraiment il s'est donné tout entier à la Côte d'Ivoire et il a tout donné à la Côte d'Ivoire. Alors en célébrant Houphouët-Boigny, nous célébrons le don de soi aux autres, le don de soi au bien. Il s'est efforcé de vivre dans l'amour, il s'est efforcé de faire le bien sur la terre et ce qui survit à nous, c'est le bien que nous faisons. Voilà pourquoi il reste gravé dans notre mémoire collective, il reste gravé dans notre mémoire nationale. Alors les œuvres aussi du président Félix Houphouët-Boigny, tant sur le plan social comme aussi sur le plan religieux, quelles sont retirées? Mais je crois que si on vous a énuméré tout ce qu'il a fait, il nous faudrait 40 jours et 40 nuits pour faire ce travail. Il a beaucoup fait. Des choses quantifiables, mais aussi des choses non quantifiables. Et je crois que devant tout ce qu'il a fait, nous ne pouvons que rester dans l'admiration. Et mais par-dessus tout, ce que nous devons retenir, c'est son obsession pour la paix. Il a dit lui-même, j'ai la haine de la haine et l'obsession de la paix. C'était un obsédé, au bon sens, pour la paix. Et je crois que c'est l'héritage qu'il nous laisse. Être vraiment des artisans de paix. Chacun là où il est doit s'efforcer d'être un artisan de paix pour que nous puissions ensemble construire un monde où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, mais un frère. Un monde où l'homme ne représentera plus une menace pour l'homme, mais une grâce. Et c'est possible. Nous pouvons construire ensemble ce monde si nous acceptons de dépasser, de transcender les barrières inutiles qui nous divisent et qui nous opposent les uns aux autres. Il faut transcender les barrières. Il faut briser les murs qui nous séparent pour bâtir, construire des ponts qui nous relient les uns aux autres. Et je crois que c'est là la grande leçon que nous laisse Houphouët-Boigny, lui qui répétait à longueur de journée cette phrase biblique « Aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour ». Et c'est l'amour qui nous sauvera. Votre message est fini aujourd'hui à la situation que nous connaissons. Mais mon message sera plutôt un souhait et une prière. Ce qui est évident, je suis un homme de prière. Alors mon message, ma prière, c'est que la Côte d'Ivoire, qui est un pays béni de Dieu, il faut le dire, la Côte d'Ivoire c'est comme un pan du ciel, un morceau du ciel que Dieu a déposé sur cette terre. Alors mon souhait c'est que nous n'abîmions pas
ce morceau du ciel, ce pan du ciel que Dieu nous a donné. Vraiment, faisons tout pour ne pas l'abîmer. Au contraire, faisons tout pour que la Côte d'Ivoire soit toujours un pays debout. Parce que la position normale d'un peuple, c'est d'être debout. La position normale d'un pays, d'une nation, c'est d'être debout. Alors mon message, c'est que tous les Ivoiriens, que tous les habitants de ce pays, nous nous mettions ensemble pour faire de notre pays un pays toujours debout, pour faire de notre nation une nation toujours debout. Car la Côte d'Ivoire est faite pour être debout, la Côte d'Ivoire est faite pour rayonner, la Côte d'Ivoire est faite pour briller. Et il faut que la Côte d'Ivoire brille, et cela dépend de nous tous. Que Dieu vous bénisse. Rudolphe Enyokou. Je suis réalisateur. Rudolphe Enyokou, je suis réalisateur et patron d'une maison de production audiovisuelle. Alors aujourd'hui, vous êtes en conférence ici à la Commune à l'occasion des 25, de la commémoration des 25 années de distribution de Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce que vous avez eu à dire aux Ivoiriens? Voilà, aujourd'hui, il faut savoir que c'était une conférence qui s'appelle Oufouettologie ou 33 ans de l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai décidé de faire des conférences pour les étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, pour ceux qui n'ont pas connu le président Félix Houphouët-Boigny. Mais ce n'est pas seulement qu'une série de conférences. Il y a aussi une série de documentaires, comme vous avez pu voir, sur le président Félix Houphouët-Boigny, une série de biographies sur les personnes qui ont entouré le président Félix Houphouët-Boigny, une encyclopédie numérique qui s'appelle l'Oufopédia, une exposition et la série de conférences que je fais. Alors du président Félix Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'homme? Ben écoutez, il faut retenir que l'homme a pris le pays, il n'y avait rien. Et au soir de sa mort, le pays était la plus grande puissance économique d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et il doit cette progression-là, ou bien ce progrès-là à qui? Écoutez, il doit cette progression à tous les Ivoiriens, à tous les nouveaux, parce que les paysans ont beaucoup travaillé, tout le monde a travaillé. Ici, pour dire le monsieur des pratiques, quelles sont les valeurs qui incarnent ces messieurs? Écoutez, d'abord les valeurs de dialogue, et puis la paix. C'est tout ce que je retiens. Et aussi en termes d'héritage, qu'est-ce qu'il a légué à la Côte d'Ivoire? Écoutez, en termes d'héritage, c'est tout ce que j'ai dit, il a laissé toute la Côte d'Ivoire tout entière. Il a laissé des bases solides. Des bases solides pour parler d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny, il a laissé la plus grande basilique, il a laissé tout Abidjan, tout ce que vous voyez, les tours administratives, et il a laissé aussi un fonctionnement. L'agriculture, il a poussé l'agriculture qui est arrivée vraiment au sommet. Oui, en fait, le président Félix Houphouët-Boigny a laissé tout ce que vous voyez, des infrastructures. Il a laissé la Côte d'Ivoire comme une première puissance, c'est ce que je vous ai dit. Alors, et pour nous qui sommes ces héritiers aujourd'hui, créer l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny avec des conférences, avec des documentaires. Et je tiens à lancer un appel aux autorités. Parce que moi, ça fait des années que je cherche à faire des documentaires sur Félix Houphouët-Boigny. Je l'ai fait par moi-même, mes propres moyens. Donc j'appelle les autorités parce que je vois qu'il y a beaucoup de trucs qui sont faits, mais il n'y a rien qui sort. Donc moi, j'ai déjà fait 3 documentaires sur Houphouët-Boigny, moi-même. Donc je demande aux autorités de m'aider, de venir vers moi, parce que moi je suis allé vers eux, mais je n'ai rien vu. Et j'attends maintenant qu'on puisse travailler et puis faire en sorte que Félix Houphouët-Boigny ait ses documentaires et que tous les gens qui sont autour de lui, qu'on travaille avec lui, soient sur Wikipédia et leurs documentaires aussi, comme en France. Une façon pour vous d'immortaliser l'homme. Voilà, d'immortaliser l'homme parce que nous avons besoin de modèles. Et aujourd'hui, on ne sait pas, quand on vous dit Mohamed Diawara, vous ne savez pas ce qu'il a fait, alors qu'il a fait beaucoup de choses. C'est tout ça qu'il faut que les Ivoiriens sachent. Voilà. Vous êtes monsieur? Je m'appelle Rudolphe Enyokou. Je suis un réalisateur, mais depuis que j'ai fini comment on appelle ça, cette conférence, je suis oufotologue. 25 ans, c'est quand même un quart de siècle. Il importait de marquer d'une pierre blanche ce quart de siècle. C'est ainsi que nous avons décidé de faire l'année Houphouët-Boigny de janvier à décembre. Il y a eu beaucoup d'acquis grâce à cette année. Nous avons eu des activités scientifiques, avec notamment un colloque international sur l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons distingué les premiers lauréats du prix de la recherche Félix Houphouët-Boigny. Nous avons édité des ouvrages, 6 ouvrages sur Félix Houphouët-Boigny. Ça, c'est pour les activités scientifiques. Nous avons eu des activités spirituelles, religieuses. On a ouvert l'année avec une messe d'action de grâce au mois de janvier. On a clos l'année avec une messe
à laquelle le président de la République a assisté en personne. Nous avons eu des activités sportives, parce que Félix Houphouët-Boigny aussi était un grand sportif. Et puis, nous avons fait adopter la maquette d'une statue géante que nous allons ériger dans les jardins de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Et nous avons permis aux jeunes, parce que nous avons fait des séances de dédicaces d'ouvrages dans des écoles primaires ici à Yamoussoukro, nous avons fait projeter un dessin animé. Et vous avez vu à plusieurs reprises, nous avons invité les élèves et étudiants de Yamoussoukro à des conférences ici. Donc je pense que globalement, on peut dire que l'année Félix Houphouët-Boigny a été une année positive qui a permis de mieux connaître Félix Houphouët-Boigny, de mieux connaître son œuvre, son action historique. Et ça a contribué d'une certaine façon aussi à réconcilier les Ivoiriens, à les rassembler autour d'une figure qui fait l'unanimité, celle du premier président de la Côte d'Ivoire. La mission qui est de toujours contribuer à mieux faire connaître l'œuvre, la pensée de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons plusieurs projets, mais j'ai pour principe de parler de mes projets qu'une fois qu'ils sont en train d'être réalisés. Donc suivez-nous, vous verrez ce que nous allons faire en 2019. Déjà, comme je l'ai annoncé à la clôture de la conférence, il y a une seule activité que nous n'avons pas pu mener, c'était un grand concert de la paix. Le concert de la paix est un concept qui a été mis en œuvre par Félix Houphouët-Boigny lui-même en 1985. Nous n'avons pas pu le faire pour l'année Houphouët 2018. J'espère que nous pourrons le faire en 2019 à l'occasion de la Journée nationale de la paix. Parlant de paix, quel message avez-vous pour la nouvelle génération? Alors pour la nouvelle génération, je pense que toute sa vie durant, Félix Houphouët-Boigny a bataillé, s'est donné corps et âme pour son idéal de paix. Il faut que la jeunesse ivoirienne s'approprie ce concept de paix. Sans la paix, rien n'est possible. Et toute sa vie durant, il a enseigné à son peuple les vertus de la paix. Et je pense que la jeunesse ivoirienne doit se mettre dans ce droit fil. Alors, débuté en janvier, l'année fait... Que retenir de l'homme? Pour tout Ivoirien, je pense que Houphouët-Boigny, c'est le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Avant cela, il a été le chef de la lutte anticoloniale qui a permis à la Côte d'Ivoire d'accéder à l'indépendance. On retiendra aussi que c'est celui qui a jeté les bases du développement durable de la Côte d'Ivoire. Et enfin, que c'était un homme de foi et un homme de paix. Qu'est-ce qu'il lègue à la Côte d'Ivoire? Un héritage immense dans tous les domaines. Héritage matériel par ses réalisations économiques, sociales, culturelles. Héritage immatériel par sa pensée, sa philosophie politique. Héritage politique par le parti politique qu'il a créé et par sa philosophie politique qu'on appelle l'oufouettisme. Pour perpétuer cette action du président Félix Houphouët-Boigny, quel est le message à l'endroit de la nouvelle génération? La nouvelle génération, je pense que les jeunes qui sont en quête de modèles et de repères peuvent sans hésiter choisir Félix Houphouët-Boigny comme modèle et comme référence. Félix Houphouët-Boigny est un modèle d'excellence scolaire. Il est sorti major de sa promotion de l'école de médecine. Félix Houphouët-Boigny est un modèle, une référence en matière d'engagement patriotique. Il a été à la tête de la lutte contre la colonisation. Félix Houphouët-Boigny est un modèle en matière de valeurs de paix, de valeurs spirituelles. Donc je pense que la jeunesse peut valablement choisir Félix Houphouët-Boigny comme modèle et comme référence et lui ressembler dans tous les domaines. Merci. Merci.